Bonsoir à tous et bienvenue sur Mayotte la Première dans votre émission Maïcha. C'est une date qui est très importante pour cette émission car oui, nous aussi, nous allons célébrer le 8 mars comme le veut la tradition partout dans le monde. Il faut savoir que depuis 1977, l'Organisation des Nations Unies reconnaît le 8 mars comme la journée internationale des femmes. Dans Maïcha, nous avons, nous, choisi peut-être pas de parler des droits, mais de parler plutôt de ce qui va, de parler de l'émancipation de la femme mahoraise dans son milieu professionnel. Nous mettons en avant aujourd'hui la trajectoire, ou plutôt deux trajectoires professionnelles complètement différentes, des femmes qui ont poursuivi des études, qui ont bousculé à l'époque quelques codes, des codes des habitudes, où à l'époque on voulait plutôt garder la femme précieusement à la maison. Et ben, elles ont fait l'inverse, elles sont parties très loin, elles sont revenues avec des diplômes. Vous allez découvrir aujourd'hui leur parcours exceptionnel, un parcours qui donne envie, un parcours exemplaire à l'occasion donc de cette émission. On va commencer par Mrouavili Mzadzemwalim. Vous la connaissez, elle est inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription Sada. Je suis ravie de vous avoir avec nous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bonjour, madame. Bonjour, et on remercie également le rectorat qui nous a permis de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes également avec une femme à un parcours exceptionnel. Elle est toute jeune retraitée, même si elle ne se repose pas parce qu'elle a encore plein de projets à venir. En tout cas, elle était énormément présente dans le monde médical de Mayotte. C'est Shamsia Madim Douarouma qui est jeune retraitée, cadre sage-femme, qui était également coordinatrice au PMI. Comment allez-vous? Bonjour madame. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Je suis aussi ravie de vous avoir enfin dans cette émission. Je vous voulais toutes les deux dans cette émission et nous avons trouvé la bonne date pour vous accueillir. Et on remercie également l'ACFAV et la présidente Sofiata Soufou qui nous a permis de vous avoir avec nous aujourd'hui. L'ACFAV qui fait aussi un travail remarquable concernant les femmes à Mayotte, et toutes les deux, en tout cas avec l'ACFAV, nous avons voulu justement mettre en avant cette année, à l'occasion du 8 mars, l'émancipation de la femme mahoraise dans son milieu professionnel. Parlez-nous de vous, de vos études et du parcours que vous avez eu. On va commencer par vous, puisque vous êtes juste en face de moi. Comment ça s'est passé, le choix des études? Ah. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire parce que c'est particulier. Mzadzemwalim, pour les études, elle est partie à l'école à l'âge de 10 ans. Et puis, de 10 ans, elle n'a pas fait des longues études. Elle a été une femme qui a voulu aider sa famille. Donc, elle a parcouru le collège. Et puis, comment dire, j'allais rejoindre justement la santé. J'avais fait un BEP carrière sanitaire et sociale. Par la suite, j'ai fait le concours pour entrer, le premier contingent qui allait faire l'infirmière d'État. Après, je me suis dit non, je ne suis pas encore prête. Et je suis allée à l'école encore pour faire une première G. Et tout de suite, je me suis dit non, papa et maman ont besoin de moi. Et je suis partie faire le concours pour aller au cours normal. Et c'est là où ça a commencé mon histoire. Le parcours, voilà, le long parcours. Le long parcours, parce que à partir de là, je me suis dit, OK, j'ai pas fait mon bac, j'ai pas fait des études longues, mais je ne dois pas stagner. Et donc, il faut que j'avance, il faut que j'évolue et je dois aller au-delà de ce que je suis capable de faire. Et de ma formation d'enseignante, je me suis mise et je me suis dit, on y va. Et j'ai validé mes 2 années avec des mérites. Et là, au niveau de la profession, je me suis dit, on y va. Je n'ai jamais arrêté. Et j'ai fait des examens professionnels pour évoluer dans ma carrière d'une part et pour évoluer dans ma pratique. Et je me suis dit, parce que Mzadzemwalim, c'est également une militante associative, parce que je crois à la vie. Et je me suis dit, c'est possible. Il faut le vouloir pour y arriver. Parce que, je le disais tout à l'heure, nous avons également l'école
de la vie. Et de cette école de la vie, ça m'a beaucoup appris. Et donc, par le biais de mes associations, et notamment les femmes leaders, ça m'a permis d'oser prendre la parole et d'oser prendre des choix, faire des choix, de savoir écouter. Et ça m'a formée. Donc, concilier les deux, ma vie associative plus ma vie professionnelle, je me suis dit, je n'ai pas le choix. Ce n'est que de montrer que la femme mahoraise est capable de réussir et de porter et de mener des postes à responsabilité. Donc, je n'ai jamais eu peur de me lancer dans des concours professionnels et arriver le concours de ma fonction actuelle, inspectrice, je me suis lancée. C'est juste pour dire que vous, la jeunesse, vous êtes capable. Et il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Concentration maximale. Choisir, c'est renoncer. Exactement. En tout cas, très beau message d'espoir. Et vous nous avez toutes donné envie, en tout cas aujourd'hui, de reprendre les cours. Et ce qu'on peut retenir, c'est que tout est possible avec beaucoup de volonté. Exactement. Et en parallèle, j'ai fait un DU au CIEFR qui m'a permis, bien entendu, d'avoir un diplôme universitaire. C'est bien ce qu'on disait, qu'il y a la différence des longues études par le nombre de doctorats ou dans les échelons. Et puis, il y a les longues études dans le fait, comme vous avez fait, vous, et vous avez toujours eu soif d'apprendre, et vous avez voulu apprendre, et vous avez continué à apprendre. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale. Et c'est une fierté, en tout cas, pour nous, et de vous avoir aussi dans cette émission. Un autre exemple de réussite qui est aussi un exemple pour beaucoup de jeunes femmes qui nous regardent aujourd'hui. Car oui, les études l'ont emmenée très loin, n'est-ce pas, Shamsia, Madim Douaroma? Dites-nous aussi le choix. Est-ce que c'est le côté médical qui vous a choisi ou c'est vous qui avez choisi tout ce qui est santé, tout ce qui est médical? Merci, Yumna. Mais moi, de mon côté, franchement, choisir le métier de sage-femme, je pense que depuis mon jeune âge, je voulais être sage-femme. C'est quelque chose qui me préoccupait. C'est le métier voilà, qui m'a choisi parce que quand on va à l'école primaire notamment, le premier jour, les enseignants ils demandent toujours « Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand ?» Je n'ai jamais su écrire autre chose que d'être sage-femme. C'était ça que je voulais. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Comment ça s'est passé, vous, ensuite partie de Mayotte, vous êtes partie d'où pour aller apprendre où? C'est un parcours un peu atypique, surtout pour l'époque, hein, parce que bon, il y a eu les événements de politique, donc moi je suis partie à Moroni avec mon papa. Et j'ai fait ma classe de seconde là-bas, donc les études je les ai fait là-bas, bac, pareil. Après, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je suis allée faire mes études à Abidjan. Vous imaginez un peu, à l'époque, une fille mahoraise aller en Afrique, c'était quand même des questions. Les voisines, quand je suis venue dire au revoir à ma mère, c'était pas facile pour une mère de laisser partir sa fille en Afrique. C'est où? C'est où là-bas? Ça va se passer comment? Va-t-elle revenir? Et surtout à l'époque, hein, c'est bon, voilà. Donc, je suis allée en Afrique. J'étais à Abidjan notamment. J'ai fait mes 3 années de sage-femme là-bas. Franchement, je ne l'ai pas regretté. Parce que moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ces études-là pour pouvoir venir exercer en tant que sage-femme diplômée d'État. C'était très important pour moi. Et c'est pour montrer aussi l'exemple que partout où il y a des études, on peut y aller le faire. Et quand on a envie de faire, on réussit. Parce que moi, j'ai fait une série littéraire. Hein. Je n'étais pas du tout scientifique. Et je voulais être sage-femme. Et je suis devenue sage-femme avec beaucoup de fierté. Aujourd'hui, peut-être que ça ne dit pas grand-chose aux gens qui nous regardent ou aux plus jeunes, mais parce qu'il y a Internet,
on s'appelle en vidéo à n'importe d'où dans le monde, alors qu'à l'époque, c'était très difficile. Vous l'avez dit, on était plutôt dans une mentalité où on veut préserver la femme. Encore aujourd'hui, mais avant, c'était encore pire. On veut garder notre petite fille à la maison, etc. La communication n'était pas non plus la même avec les parents. La communication, vous savez, en Afrique, à l'époque, pour téléphoner, ce n'était pas possible. C'était juste pas possible. Je n'avais pas les moyens aussi. Bon, là. Et donc, j'ai fait mes études là-bas. Après, je suis allée travailler à Moroni et je suis repartie. Une deuxième fois, je suis allée au Sénégal pour faire des études de santé communautaire cette fois-ci. Et donc, pour moi, c'était important parce que la petite expérience que j'avais m'a montré que ça ne suffisait pas d'être sage-femme. Il y avait aussi d'autres messages à passer parce que je travaillais à Moroni. J'ai vu déjà au niveau des naissances, les questions, on n'arrivait pas au niveau de la planification, espacer les naissances. Donc, je me suis dit, il y a encore des messages à donner. Il y a des messages à donner sur beaucoup de thématiques. L'hygiène, il y a eu beaucoup de cas de malnutrition. Donc, pour moi, les études de santé communautaire, c'était très important de le faire pour pouvoir travailler avec la population. Ne pas les attendre seulement en intramuros, c'est-à-dire à la maternité, mais il fallait accompagner les gens dans les quartiers. Ça, c'est important. Et c'est quelque chose qu'on a réussi quand même à faire parce que même quand je suis arrivée à Mayotte, je pense que le premier événement qu'on a fait, c'était la lutte contre le sida, que tout le monde se souvient. On l'a fait en décembre 1992, quand je suis rentrée à Mayotte avec le docteur Aben et toute l'équipe, l'hôpital DAS. On était tous ensemble pour faire ce message-là de la lutte contre le sida. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, à donner envie aux gens de nous écouter, de nous suivre dans les émissions, dans les conseils, des missions de sensibilisation, notamment les grandes campagnes de planification familiale et tous les slogans sur les 1, 2, 3 bases qu'on a fait ensemble. Et je vais peut-être profiter de l'occasion pour expliquer aux gens, parce que souvent on nous rétorque en disant on a fait que les Mahorais n'ont pas fait beaucoup d'enfants et on a laissé faire. Je vais juste dire que nous, on a fait cette campagne-là. C'est nous qui le faisions, mais il y avait un programme. Et que dans ce programme-là, il y avait 2 volets. Quand on a fait l'étude de déterminant de la fécondité à Mayotte, l'immigration était au premier plan. Oui. Sauf que nous, on n'est pas des politiques. Donc, on avait dit qu'il faudrait qu'il y ait une volonté politique de régler ce problème-là, parce que ça, c'est un problème de l'État et des élus. Nous, ce qui nous concernait, c'était de sensibiliser la population sur le bien-être, pour une bonne qualité de vie pour les familles. Et on y croyait, on l'a fait. Donc, mais ça se savait. Hein, peut-être je dérape un peu par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais c'était important de le dire parce que vu la situation... les choses ont bien changé. Les choses ont bien changé, mais c'était prévisible. Bon, sinon, quand on revient au sujet des femmes, qu'est-ce que vous regrettez? Comment est-ce que vous trouvez la nouvelle génération, les femmes, les nouvelles femmes? Toutes les deux, allez-y, celles qui se sentent... Je trouve que les jeunes, quand même la femme mahoraise, la jeunesse de façon générale a beaucoup évolué. Ce n'est plus comme nous avant. Parce que nous, on avait une certaine catégorie qui avait réussi. Mais aujourd'hui, je pense que les filles, ça répond à la politique actuelle, c'est ce que tout le monde désire. L'égalité de chance, c'est pour tout le monde. Et heureusement que les filles sont là. Elles ont envie de faire, d'avancer, de progresser. Et on les voit dans les responsabilités, les postes de responsabilité. Il y a plein de filles qui ont des postes de responsabilité. Qui suivent un beau parcours. Qui suivent un beau parcours. Et ça, on en est fiers. Et vous, comment est-ce que vous trouvez l'évolution de la femme mahoraise aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je pense que la femme aujourd'hui... oui, c'est une femme qui est connectée dans le monde. Une femme qui ose, qui a cette audace de voyager, comme elle nous a montré, madame. L'exemple, exactement. Mais nous avons des jeunes filles aujourd'hui
qui voyagent seules sans avoir peur, qui parcourent le monde. Nous avons des femmes aujourd'hui qui ont des diplômes, des doctorats, des masters. Ce n'est qu'un plaisir d'observer cela. Nous avons des femmes qui prennent des responsabilités. Et donc, je pense que la femme, aujourd'hui, c'est ce que d'ailleurs, ils ont suivi ce que nos aïeux nous ont montré. Nous ont montré le chemin. Elles arrivent à concilier et la vie familiale, parce que nous avons aussi le poids sociétal. N'est-ce pas? D'accord. Nous devons rendre des comptes. Des comptes, et à concilier cette vie donc, familiale à la vie professionnelle. Oui, aujourd'hui, quand on observe nos jeunes filles, quand elles s'expriment, ben, c'est d'une fluidité, ça fait plaisir. Elles osent aller de l'avant, elles n'ont pas peur. Et moi, comme elle l'a dit, je profite aujourd'hui pour dire à nos jeunes, je ne lance que des messages. Hein. Il faudrait que nos jeunes se disent, voilà, moi je leur dis tout le temps, vous avez la chance d'avoir des diplômes de haut niveau. Alors, osez les utiliser, osez se mettre de l'avant, parce que vous le faites certainement. Mais j'aurais bien aimé aujourd'hui qu'au niveau du rectorat et des écoles, d'avoir beaucoup plus de directrices plutôt que des directeurs. J'aurais bien voulu observer encore une fois beaucoup plus d'enseignantes qui prennent les postes à responsabilité, les postes de CM2, les classes de CM2 que des hommes. Parce que quand on fait les choses, on sait le faire et on le fait bien. D'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'avec le métier que vous avez choisi toutes les deux, qu'il y a eu un plus parce que vous êtes justement des femmes? Parce que souvent, on pose la question à l'envers. On dit, mais est-ce que vous pensez qu'il faut faire plus d'efforts parce que vous êtes une femme? Est-ce que vous pensez qu'il faut fournir plus d'efforts parce que... Moi, j'ai envie de poser la question à l'envers aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous pensez que parce que vous êtes une femme, vous avez réussi à mieux faire les choses, à réussir dans des endroits que peut-être les hommes n'auraient pas géré les choses de la même manière que vous? Parce qu'il y a ce regard de femme. Une femme, en tant que mère, elle sait écouter. Elle a de la patience. Et elle sait prendre du recul. Je pense que la femme... Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade, en tout cas moi, je dirais que je ne fais pas beaucoup plus. Hein. Avant, je le disais, hein, quand j'étais militante associative, je le disais. Mais ça, on le reste à vie, ça, normalement. Oui. Mais on le reste... Ben, je le porte. Ouais, exactement. Ah ben oui. Vous l'avez dans D'ailleurs, le sang. je ne fais que transférer des compétences que j'ai développées par le biais de ces associations. Donc, je dis que aujourd'hui, je pense que ce n'est que les compétences qui comptent. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Et d'ailleurs, quand on est ferme, ça ne veut pas dire qu'on est malveillant. On sait être ferme et bienveillant, être à l'écoute. C'est ça le management. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup plus que les hommes, de montrer. Je crois que les hommes, à un moment donné, ils savent que là, on peut la juger, là, ou là, quand ça se dit stop, on stoppe. Et en fait, je ne sais pas, madame, mais pour ma part, ça va. Oui, d'accord, mais je dirais plus que peut-être c'est aussi un problème hormonal. Hein, nous sommes des femmes. Bon. D'accord. Oui, non, mais voilà, c'est vrai que la femme, elle est là, elle a l'écoute quand même. Hein. Et ça, c'est quelque chose que les femmes ont en plus. En plus, voilà, c'est inné. Donc, on est là, on écoute, il y a l'écoute, il y a la patience. On sait patienter, on sait prendre du recul aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, voilà. Et comme l'a dit Dadze, moi, je dirais, je lance un message aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de démographie à Mayotte, à tel point qu'on a l'impression que faire un enfant, ça devient un tabou. Ça devient un sujet tabou si on veut faire des enfants. Celles qui ont les stérilités secondaires, par exemple, ou tout primaire, ils ont du mal à aller consulter parce que chaque fois qu'on va là-bas, on a l'impression comme si, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent à Mayotte. Et je ne sais pas au niveau de la jeunesse, mais j'aimerais bien
lancer un message à la jeunesse, que ce soit fille ou garçon, parce que les garçons aussi peuvent devenir sages-femmes. Hein. Ils sont avec nous, ils travaillent. Donc, ça serait bien que les gens... il ne faut pas se décourager. Il faut qu'on fasse des études de sage-femme. On en a besoin à Mayotte. On a vraiment besoin de sages-femmes à Mayotte. Vous n'êtes pas sans savoir la désertification médicale à Mayotte. On n'a pas de sage-femme. Les infirmiers, Dieu merci, on a l'école, l'institut ici. Mais côté sage-femme, on en a vraiment besoin. C'est des moments difficiles. On a une jeunesse qu'il faut former, il faut sensibiliser. Donc, c'est mieux quand les gens se comprennent. On n'a pas besoin d'interprète pour aller dire à quelqu'un. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont obligés, nos collègues qui viennent, elles font le travail, Dieu merci. Elles sont les bienvenues. Mais à un moment donné, il faut aussi que les filles prennent leur courage et les garçons pour embrasser ces études-là, pour pouvoir accompagner les jeunes qui ont besoin d'information, de sensibilisation, tout juste par rapport à la contraception, par exemple. Un dernier mot, toutes les deux, pour conclure et pour terminer cette émission. Ça passe très vite, je sais, vous avez l'air toutes les deux surprises en un conseil et peut-être aussi quelques mots de remerciement aux gens qui vous ont fait confiance il y a très longtemps, qui vous ont accordé leur confiance, qui vous ont permis aussi de réussir. Parce que pendant longtemps, on pensait qu'être femme dans le milieu professionnel, c'était une faiblesse, alors qu'avec vous deux, on comprend qu'au contraire, c'est une force parce que vous avez réussi en tant que femme dans votre milieu professionnel. Ça serait lequel, un dernier mot, un conseil et un remerciement peut-être à une personne qui vous a fait confiance il y a longtemps, un parent ou un ami? Moi, mes remerciements, ce serait à mes parents, mais à la famille, mais à Mayotte aussi, qui a accepté, parce que vous savez qu'à Mayotte, on dit souvent qu'un enfant, il est élevé par tout le monde. Donc, je tiens quand même à remercier les gens qui m'ont accompagné dans mes études et qui m'ont permis d'être là, de faire ce que j'ai eu à faire. Et voilà, et par rapport à cette jeunesse, je reviens encore pour leur demander vraiment, ce pays vous appartient. Il ne faut pas oublier ça. On est tous là et chacun doit apporter sa petite pierre à l'édifice pour pouvoir faire évoluer le Mayotte. Très beau message d'espoir. Merci beaucoup. Et vous, ça serait les mots que vous avez envie de partager avec les personnes qui nous regardent aujourd'hui dans Maïcha? Alors, ça serait déjà de leur dire, comme elle l'a dit, madame, il ne faut pas attendre que l'autre vienne faire pour vous. C'est à nous, femmes ou hommes, hein, parce que nous avons aussi des jeunes garçons qui sont là, femmes ou hommes, c'est à nous d'œuvrer pour la réussite de Mayotte, pour le développement de Mayotte. Agissons, réveillons-nous et on agit. On dépasse les constats, il faut agir. Ça, c'est mon premier mot. Mes remerciements s'adresseront à mon papa d'abord, qui n'est pas là, parce que c'est lui, hein, homme qu'il était, c'est lui qui a voulu absolument que je fasse des études, que j'aille à l'école. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, je pense à lui pour le dire et je le dis. Et puis, à ma maman, à la famille et surtout à ma famille associative. Et notamment aussi, mais également, ma famille professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ma hiérarchie m'a fait confiance et je le remercie énormément. Mes collaborateurs directs qui sont là à me porter tous les jours avec les partenaires pour mener à bien les missions qu'on m'a données, qu'on m'a confiées. Je ne peux que le remercier et remercier mes élèves, les élèves de Mayotte. Et on croit beaucoup à eux. Donc nous devons œuvrer pour eux. J'espère qu'ils nous entendent aujourd'hui. C'était Mm-hmm. très beau, en tout cas, comme message. Effectivement, c'est beau. Et ça donne envie de croire en cette jeunesse. Et on sait que c'est difficile en ce moment, mais je rejoins mesdames en vous disant qu'il faut s'accrocher, il faut reprendre
ce territoire, car oui, il nous appartient et tout est possible avec beaucoup de volonté. Tout à fait. Vous aviez un dernier mot, c'est ça, à rajouter? Oui, un dernier mot à l'ACFAV. Tout le travail que l'ACFAV fait pour pouvoir nous accompagner. Et Sofiata Soufou, d'ailleurs, qui nous accompagne, oui, tout à fait. Et en ce moment aussi, il y a les campagnes pour le SIDA. Il y a une grande colloque en ce moment pour le SIDA. Donc, je salue quand même les gens qui sont à l'œuvre et toutes les sages-femmes qui y participent aussi. Je leur fais un petit coucou. Je ne les oublie pas. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à cette invitation. En tout cas, c'est une fierté pour moi de vous avoir dans cette émission. J'espère qu'on a réussi à donner envie à des demoiselles et à des hommes aujourd'hui à se lancer un petit peu plus et à récupérer le territoire de Mayotte qui vous appartient et qui appartient à la jeunesse mahoraise. Voilà, moi, c'est la phrase que j'ai envie de retenir. Cette émission, elle a été faite à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars et on a voulu mettre en avant l'émancipation de la femme mahoraise dans le milieu professionnel. Merci encore une fois au rectorat de Mayotte qui nous a permis cet entretien et à l'ACFAV également qui nous a permis d'avoir notre invité ici en plateau. On remercie l'équipe technique de Mayotte la Première et on vous souhaite de passer un agréable moment sur Mayotte la Première et on se retrouve sur le site internet pour revoir cette émission.